Bienvenue tout le monde à cet atelier qui est organisé dans le cadre du Printemps de la recherche et de la création à l'UQAM, donc qui s'appelle Mobilisation des connaissances, moteur des projets de recherche, point d'interrogation. Donc, je m'appelle Eve-Marie Lampron, j'aurai le grand plaisir d'être votre animatrice de collègue, en complicité pardon, avec ma collègue Josiane Riverain. On est toutes deux agents de développement au service aux collectivités de l'UQAM, donc bienvenue en présence et en Zoom. Donc, pour nous, c'est important de commencer cet atelier en soulignant que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones et notamment la nation Ganyane-Aga. Nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui, virtuellement ou de manière présentielle. Donc, évidemment, il y a des parallèles à faire avec la décolonisation des savoirs, tant en matière de production, de reconnaissance, de mobilisation des connaissances issues de ces savoirs. Donc, on va débuter par une brève présentation du plan d'atelier de l'objectif. Donc, vous le savez, la mobilisation des connaissances est dorénavant une exigence assez courante des organismes subventionnaires universitaires. Lorsqu'elle est bien réfléchie, bien incarnée à travers des pratiques collaboratives solides et égalitaires, la mobilisation des connaissances peut vraiment s'avérer un vecteur de transformation sociale redoutable. Au-delà des exigences requises par les bailleurs de fonds, comment parvenir à développer des stratégies de mobilisation qui soient réellement porteuses pour toutes les parties prenantes, incluant, et c'est très important, pour les collectivités qui sont visées par les démarches de recherche? Comment réfléchir en amont des retombées tout au long du projet et ainsi dépasser la simple diffusion des résultats de recherche? Comment co-construire ensemble des connaissances et stratégies de mobilisation, de diffusion, de transfert par, pour et avec les populations qui sont davantage marginalisées? Donc, notre atelier de partage d'expérience va nous permettre d'explorer quelques éléments clés pour des stratégies de transfert, d'appropriation et de diffusion réussies. Donc, on va vous présenter 3 initiatives que nous espérons inspirantes, qui ont été coordonnées au service aux collectivités de l'UQAM grâce à nos invités qui en ont été partie prenante à toutes les étapes et on les remercie sincèrement pour leur présence et leur mobilisation aujourd'hui. Donc, on va commencer par aborder chacune de ces 3 démarches de mobilisation des connaissances. Par la suite, on va avoir une période d'échange entre panélistes et on terminera l'atelier par une période d'échange avec la salle. Je vais vous interpeller en temps et lieu. On prendra les questions en présence et dans le chat, évidemment. Alors, on va commencer en présentant très, très brièvement ce qui se fait au service aux collectivités de l'UQAM, donc juste pour s'assurer que tout le monde voit de quoi on parle en termes de projets partenariaux en matière de mobilisation des connaissances. Donc, je résume très, très brièvement comment ça fonctionne au SAC. Les groupes communautaires, les groupes de femmes, syndicats autochtones notamment, s'adressent à nous, les agentes, en fonction d'un besoin de recherche, de formation, de diffusion ou de transfert des connaissances. Par le site, on va pairer avec des personnes chercheurs, professeurs, étudiantes chargées de cours de l'UQAM. On voit s'il y a convergence entre les besoins et les expertises. Et on co-construit ensemble des projets qu'on accompagne à toutes les étapes, de la définition même des objectifs de la recherche ou de la formation jusqu'à la toute fin du processus de transfert et de diffusion des connaissances et des résultats. Donc, on a une centaine de projets par année qui sont accompagnés par l'équipe du SAC sur des thématiques aussi variées que ce que vous voyez à l'écran. Évidemment, pour réaliser ces projets-là, il y a des financements externes qui peuvent être allés chercher, je pense au CRSH ou FRQSC notamment, ou internes. Donc, on a la chance à l'UQAM d'avoir l'enveloppe PAFARC volet 2 qui est réservée aux projets accompagnés par les agentes du service aux collectivités en matière de recherche, diffusion et transfert des connaissances. Donc, c'est quoi la mobilisation des connaissances? Voilà. Donc, la définition du CRSH, et d'ailleurs, je précise que les définitions de la MDC sont vraiment en pleine évolution et s'adaptent actuellement à un écosystème plutôt changeant de recherche et notamment de recherche partenariale. La définition du CRSH nous dit que la MDC, c'est l'échange et l'intégration réciproque et complémentaire de connaissances issues de la recherche parmi les chercheurs et les utilisatrices de connaissances, tant dans le milieu universitaire qu'au-delà du milieu universitaire, de manière potentiellement avantageuse pour les utilisateurs et de manière à créer des impacts bénéfiques. Donc, évidemment, vous pouvez retrouver cette définition-là sur le site web du CRSH.
Comme vous le voyez, la frontière entre la mobilisation des connaissances et la diffusion est poreuse, puisque la diffusion peut faire partie d'une stratégie de mobilisation des connaissances. Cela dit, ce n'est pas le seul élément à prendre en compte. Les éléments EDI, équité, diversité, inclusion, qui sont maintenant exigés par le CRSH à être pris en compte dans certains concours. Ils produisent des guides, notamment en la matière, de manière à favoriser l'accessibilité, de penser une stratégie inclusive de diffusion en amont sont évidemment de plus en plus mobilisés. Comme je vous le disais, les mobilisations de la MDC ont évolué et continuent de le faire. Peut-être que ce qui est questionnant, disons, dans la définition du CRSH, c'est qu'on a vraiment cette notion-là d'utilisateur-utilisatrice des connaissances. Donc, ça pourrait postuler d'une relation où des personnes produisent des savoirs et d'autres les utilisent. Alors que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on travaille, j'ai envie de dire, à l'UQAM. On a notre propre définition de mobilisation des connaissances. On a un plan institutionnel en matière de mobilisation des connaissances. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas comme ça qu'on travaille au service aux collectivités. Très brièvement, comment on conçoit la mobilisation des connaissances dans des projets partenariaux au SAC? Bien, tout d'abord, on va les concevoir comme étant un transfert bidirectionnel des connaissances entre des sujets actifs. Donc, il n'y a pas de frontière définie là, entre des producteurs qui seraient universitaires et des utilisateurs et utilisatrices de connaissances qui seraient des groupes. On va vraiment posséder une relation de co-construction et de coproduction de ces savoirs-là entre les groupes et les universitaires tout au long du projet. Évidemment, cette mobilisation-là va se déployer dans des espaces consacrés à la mobilisation des connaissances, ce qu'on appelle les comités d'encadrement, dans lesquels on va suivre un projet partenarial de A à Z, et où vont se tenir des discussions préalables sur les livrables souhaités, les publics visés, la stratégie de mobilisation des connaissances et les retombées qu'on espère à l'issue du projet. La notion d'expertise, en fait. Les projets en MDC au SAC vont bénéficier des expertises, des compétences puis des réseaux de toutes les parties prenantes du projet partenarial. Bien sûr, les groupes, leurs équipes de travail, les membres des groupes, les militants, militantes et les populations que les groupes rejoignent. Évidemment, les personnes chercheurs, les personnes étudiantes, les services universitaires. Je vois Philippe Flamand du Carrefour technopédagogique de l'UQAM qui collabore beaucoup avec nous pour notre plus grand plaisir. Et ces projets-là vont également, on va s'assurer qu'ils retournent, que leurs résultats retournent tant à la communauté scientifique qu'aux collectivités pour en maximiser les retombées et les impacts. Donc, on peut même parler de triple retour. Donc, retour au groupe demandeurs, retour à la communauté scientifique, mais aussi retour aux populations qui sont desservies par le groupe demandeur. Pour un seul projet, on peut avoir d'ailleurs différents livrables qui vont s'adresser à des destinataires, destinatrices différents et différentes. Et évidemment, les modalités, les formes et les lieux de mobilisation des connaissances vont être arrimés aux réalités des groupes, comme en témoigneront les 3 cas qui sont présentés ici, donc arrimés aux réalités du terrain. Bref, la mobilisation des connaissances, ce n'est pas une imposition des bailleurs de fonds. Pour nous, c'est vraiment un processus inhérent au projet de recherche, de formation, de diffusion et de transfert et à l'approche partenariale qui les sous-tend. Donc, je laisserai maintenant la parole, puisque vous êtes là pour les entendre, à nos 3 équipes invitées, donc qui vont se succéder d'abord pour une partie de présentation de 3 initiatives qu'on espère inspirantes. 3 initiatives qui ont toutes 3 d'ailleurs été soutenues par le Fonds des services aux collectivités du ministère de l'Enseignement supérieur, fonds qui a, pendant une trentaine d'années, soutenu des initiatives de transfert, diffusion des connaissances coproduites entre universitaires et groupes de la société civile. Alors, tout d'abord, pour amorcer cette présentation en beauté, il me fait plaisir de vous présenter Michel Parazelli, qui est professeur associé à l'École de travail social de l'UQAM, ainsi que Roxane Milot, chargée d'analyse et de liaison au regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, le RIO-CM. Roxane et Michel vont s'alterner la parole et nous présenter leur projet. Oui, bonjour. En tout cas, merci de nous avoir invités à ce panel de beaux projets. Je vais essayer de présenter l'origine de notre démarche de recherche collaborative qui a eu une durée de 10 ans. Donc, c'était long, mais en même temps fort intéressant du fait de sa durée aussi, parce qu'on a pu déposer à plusieurs moments à travers des étapes de validation et puis d'exploration de notre objet de recherche. Notre démarche de recherche collaborative, en tout cas, visait à développer un espace de réflexion critique autour des pratiques d'autonomie que les groupes communautaires offrent finalement aux usagers, aux membres, aux bénéficiaires,
aux participants, aux personnes premières concernées, comme on les appelle, mais que nous, on a regroupé sous la désignation de destinataires de l'action communautaire. Donc, il s'agissait d'une réflexion sur qu'est-ce que ça voulait dire rendre autonome des personnes qui demandent un soutien aux organismes communautaires. Donc, plus précisément, je vais parler des 3 premières étapes par rapport à la ligne du temps qui vont de 2012 à 2018, un peu une période d'exploration, de validation qui nous a menés justement à la subvention du ministère de l'Éducation, qui a fait en sorte de donner un élan important à la démarche comme telle. Donc, en 2012, l'objectif du projet, c'était de former un groupe de réflexion sur l'orientation des pratiques d'autonomie que les organismes communautaires mettaient en œuvre auprès des personnes qui sollicitaient un soutien et que l'on nomme usagers, personnes concernées, comme j'ai dit tantôt. L'initiative faisait suite à une démarche de débat, de plusieurs débats, coordonnés par la revue Nouvelles pratiques sociales, dont j'étais responsable, et des regroupements d'organismes communautaires, où on traitait des enjeux de la gestion autoritaire des programmes de prévention précoce que le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Fondation Chagnon imposaient en quelque sorte en retour d'un financement aux organismes communautaires, sous prétexte effectivement d'utiliser des données probantes et de développer des meilleures pratiques pour développer le potentiel des enfants dans les milieux communautaires. En fait, on voyait bien que ce type de projet de financement orientait le type d'autonomie des destinataires de l'action communautaire et pas seulement que celui de l'organisme comme tel. D'où l'idée de l'importance de se pencher sur comment les gens du communautaire développaient l'autonomie des personnes qui sont avec eux. Donc, on s'est aperçu qu'il n'y avait pratiquement aucune discussion dans les groupes communautaires comme tels sur les pratiques d'autonomie et que la notion d'autonomie revêt aussi plusieurs significations, donc c'est difficile à aborder. Donc, on s'est donné comme défi une équipe de recherche collaborative qui réunissait 3 profs en travail social, 2 étudiantes à la maîtrise en travail social et des collaborateurs partenaires, le Réseau québécois de l'action communautaire autonome, le regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, dont Roxane fait partie, et des collaborateurs qui étaient là au niveau des 3 premières années du projet pour démarrer le truc. Il y avait le CLSC des Faubourgs, Relais Femmes, le regroupement des organismes communautaires de lutte au décrochage et le FRAPRU. Bon, là, rapidement, vous expliquer un peu comment on a débuté la démarche comme telle. Donc, au tout début, entre 2012 et 2014, ça a été vraiment une étape d'exploration sur comment on était pour aborder ça. Donc, on a fait une mise en commun d'articles de la littérature théorique au niveau du concept philosophique d'autonomie sociale, individuelle, politique, etc. On fait un ménage dans tous ces concepts-là pour pouvoir aussi voir dans la littérature qui traitait de l'action communautaire, est-ce que ça traversait les auteurs, l'importance de l'autonomie des destinataires de l'action communautaire, comment on la travaillait. Puis on s'est aperçu que là aussi, il y avait un point aveugle en termes de traitement. Donc, mais quand même, on est tombé sur une conception de l'autonomie à partir d'un mémoire de maîtrise en philosophie. C'est une conception qu'on appelle relationnelle de l'autonomie, selon laquelle l'autonomie varierait en fonction du contexte relationnel dans lequel les pratiques sont exercées. Donc, pour éviter de s'enfermer aussi dans un débat trop abstrait, on s'est, parce que c'est très philosophique tout ça, pour faciliter l'appropriation, on a choisi stratégiquement de centrer la discussion sur les pratiques concrètes des organismes pouvant favoriser l'autonomie des organismes. Donc, comment traduire les concepts philosophiques en désignation de pratiques? Et c'est ce qu'on a fait. On a fait un choix finalement, de déterminer avec les gens du milieu communautaire qui avaient une expérience quand même de comment les organismes communautaires mettaient en pratique la question de l'autonomie. Et on a conçu un schéma d'analyse autour de 3 idéaltypes qui nommait justement la façon dont on pouvait développer des pratiques d'autonomie différentielles. C'est-à-dire, premièrement, on voit ici le schéma d'analyse en question, qui est sous la forme d'un triangle, mais entre des idéaltypes qui sont sous tension. En fait, parce que ces 3 idéaltypes, je nomme le mandat ont été conçus en fonction du mandat que l'organisme pouvait se donner par rapport à ses pratiques. Donc, s'il se donne un mandat d'expertise, ça fait en sorte de développer une autonomie orientée. On oriente l'autonomie des gens en leur disant comment être autonome. Un mandat de participation, et c'est davantage en partageant
en négociant l'autonomie avec les participants comme tels et les intervenants pour essayer de soutenir leur autonomie. Et un autre, c'est un mandat de représentation. Là, on parle plus d'une autonomie anticipée du fait que si on défend, on représente les gens pour qu'ils aient de meilleures conditions pour être autonomes, bien, ça risque d'avoir des retombées. On anticipe des retombées plus larges pour les gens qui sont concernés par la lutte en question. Donc, ce schéma-là, on fait en sorte d'être testé au début avec 4 organismes, uniquement avec des responsables d'organismes qui discutaient entre eux, entre 2 organismes, qui discutaient autour de ce schéma-là pour arriver à se positionner à l'intérieur du triangle pour montrer est-ce qu'il y a des tendances plus grandes de positionnement par rapport aux pratiques d'autonomie qu'ils mettaient en œuvre ou moins. Et puis, on s'est aperçu que, premièrement, le schéma donner un vocabulaire commun pour pouvoir en parler. Et donc, il y avait une prise là-dessus pour pouvoir en discuter et en faire un débat et voir aussi en quoi les pratiques d'autonomie désirées pouvaient s'orienter aussi. Parce qu'on leur demandait de faire un portrait actuel, mais en même temps, en leur disant, mais vous aimeriez être où éventuellement dans vos pratiques si vous en aviez les moyens? Bon, et pour quelles raisons vous n'y êtes pas encore arrivé, etc. Donc, ça permettait de prendre un recul réflexif sur la façon dont les pratiques étaient entreprises dans l'organisme et vers où les gens avaient envie d'aller. Et là, en fait, c'est après, on a fait une seconde phase de test, et ça, c'était même avant que le service de collectivité s'implique dans la démarche comme telle, pour pouvoir être sûr que notre schéma d'analyse, est-ce qu'il est valide? Et on le mettait toujours sous forme d'hypothèse à vérifier avec les gens dans les ateliers de réflexion qu'on mettait en place. Et donc, le deuxième moment, ça a été plus une recherche par FARC, là où effectivement les services collectivités ont été impliqués avec la Faculté des sciences humaines de l'UQAM. Ça a été une recherche exploratoire auprès de 8 organismes, où là, on a vraiment systématisé la conception de notre cadre d'animation dans un atelier qui durait 3 heures, où 2 organismes étaient représentés par 2 intervenants, mais là aussi, on a ajouté les destinataires aussi de l'intervention de ces mêmes organismes-là, mais dans un atelier distinct, où ils pouvaient discuter entre eux et avoir une condition plus confortable pour s'exprimer. Et après, on faisait un lien entre les 2 positionnements, éventuellement, par rapport aux pratiques d'autonomie qui étaient discutées. Donc, on a fait 4 ateliers, en fait, avec les 8 organismes comme tels, 2 destinataires et 4 ateliers d'intervenants comme tels. Donc, les conditions mises en place pour l'animation des ateliers ont pu être validées, puis c'est là finalement, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment des choses à peaufiner un peu, mais grosso modo, on était prêt à diffuser éventuellement ce type d'approche-là ailleurs. Et c'est ainsi que avec le service de collectivité, on a fait une demande au ministère de l'Éducation pour animer cet atelier réflexif-là dans 30 groupes communautaires, dans 5 régions différentes et dans 4 secteurs différents d'action communautaire. C'était la santé mentale, les groupes de femmes, les groupes de personnes en situation d'handicap et les groupes de logement. Et là, Roxane va prendre la suite à partir de la subvention du MEC. Oui, donc rapidement, en fait, moi, j'arrive dans les 2 dernières étapes du projet, qui sont, dans le fond, les étapes, justement, où il y avait cette idée d'activité de transfert et de mobilisation de connaissances. Donc, les principaux objectifs, c'était quoi? Bien, c'était de faire de l'appropriation de cet outil d'analyse-là, qui est le schéma qu'on vous a montré, de voir aussi le dispositif d'animation, la démarche qu'on propose, est-ce que ça tient la route? Et la question de la pérennisation. Donc, on veut que ce projet-là puisse continuer à vivre et continuer que le communautaire puisse se l'approprier comme l'académique aussi, puis l'ensemble des personnes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le comité d'encadrement qui a été mis en place avec Michel, avec Audrey-Anne Campeau, avec le RQAK et le RIOC, on a toujours voulu que, oui, ça soit une période de transfert des connaissances, mais que ça soit toujours un travail de validation de ces étapes-là. Puis ça a fonctionné parce que ce qui a été fait, ça nous a permis de modifier le schéma, en fait, de le bonifier. Donc, il y a quelque chose qui a été ajouté au mandat d'expertise. Dans un des ateliers, c'était un atelier dans des groupes de femmes qui disaient, mais il y a une expertise qui est critique et il y a une expertise qui est
est adaptative. Donc, chacun des mandats a été scindé en 2. Donc, ça, c'est une bonification qui vient du terrain. Et pour ce qui est de la démarche, bien, en fait, on l'a testé dans un mode d'application inter-organisme, mais cette fois-là, on a fait des groupes homogènes entre les différents types d'acteurs dans les organismes, c'est-à-dire les destinataires, donc les personnes qui sont participantes dans les groupes, les intervenants, et donc on les faisait se rencontrer. Quand il y a eu l'idée de l'appropriation de ce modèle-là, puis l'appropriation de cette démarche-là, ce qu'on s'est dit, c'est que pour les groupes, une façon accessible serait de faire une démarche à l'intérieur d'un groupe même. Donc, il y a eu une bonification de cette démarche-là pour que les organismes puissent le faire eux-mêmes, puis même dans la fin du projet, ce qu'on s'est dit, c'est que la meilleure façon de faire vivre cet outil-là puis cette démarche-là, c'est de créer un site, donc une auto-formation, finalement, des groupes qui peut venir aussi avec un accompagnement. Mais ça vient avec un site web, avec un paquet d'outils, avec des capsules, avec beaucoup de choses dont on pourra vous parler après, et différents contextes d'application. Donc là, dans le cadre d'un organisme, mais aussi une application, si on veut, exploratoire, que les groupes peuvent aller prendre ce qui est là sur le site et essayer de comprendre leurs pratiques et voir ce qu'ils veulent en faire aussi de cet outil-là. Voilà, c'est rapide. On peut en reparler. Et ça tombe bien, puisque nous avons une période d'échange entre panélistes et ensuite avec la salle. Merci beaucoup, Roxane et Michel. On passerait maintenant à notre deuxième projet inspirant, donc Récit collectif de la transition sociale et écologique. Donc, vous voyez les partenaires à l'écran. Oui, le voici. Et présente pour nous en parler aujourd'hui, nous avons Camille Bosbach, qui est agente de recherche, et également la présence de ma collègue Mélanie Pelletier, agente de développement au SAC, qui a soutenu ce projet. Bonjour, merci pour l'invitation. Rapidement, en fait, moi j'avais 2 casquettes pendant que j'ai orchestré ce projet-là. C'est-à-dire que j'étais à la fois à la chaire de recherche à l'UQAM, mais aussi détachée au sein de Solon. J'avais aussi un poste de chargée de recherche au sein de Solon, donc j'étais à la fois dans le milieu preneur, puis rattachée au milieu universitaire. Donc le projet s'appelle le Récit collectif de la transition sociale et écologique. Et rapidement, j'avais envie de faire une mini mise en contexte sur les récits. Ce qui nous a animés pour porter le projet, en fait, c'est que nos sociétés aujourd'hui, elles sont construites autour de récits dominants, puis que si on veut changer, transformer structurellement nos sociétés, ben, on n'a pas le choix de changer d'histoire. Puis ça, c'est ce qu'on a expérimenté pendant 3 ans avec ce projet-là, avec la chaire de recherche sur la transition écologique et avec Solon. Donc c'était vraiment une démarche pour co-construire avec des citoyennes et des citoyens qui ont été les principaux protagonistes du projet, des partenaires, des récits collectifs de la transition sociale et écologique. En fait, il y a un partenariat qui existait entre Solon et la chaire avant ce projet-là, qui existait depuis 2016. Petite parenthèse, Solon, c'est un organisme à but non lucratif qui est situé dans Rosemont et qui accompagne des quartiers et des groupes citoyens dans leurs projets de transition socio-écologique. Et ce partenariat-là, en fait, il visait à soutenir des projets pour permettre d'augmenter le pouvoir d'agir des citoyens et des citoyennes dans leur milieu de vie. Et le projet du récit a été initié en 2019 avec un autre partenaire qui est le TIES, donc qui est un organisme de transfert en économie sociale et solidaire. Et on a eu un comité de pilotage tout le long du projet dans lequel le SAC était impliqué. On avait aussi des membres de Solon, des personnes de l'équipe de Solon et différents chercheurs. Les objectifs du projet, il y en avait plusieurs. Le premier objectif était de produire avec les habitants, les habitantes de Rosemont-la-Petite-Patrie, une histoire qui exprime une vision partagée par rapport à la transition sociale et écologique et comment est-ce qu'on peut transformer un peu nos sociétés et nos modes de vie. Le deuxième objectif, c'était de rassembler autour d'une histoire collective, d'un récit collectif, pour donner envie aux gens de faire la transition. Ça, c'était vraiment un objectif très important pour Solon. Et le troisième objectif, aussi important que les 2 autres, c'était de faire
tant de la démarche que du récit qu'on a produit collectivement, un commun en fait, quelque chose qui se partage, que les gens puissent s'approprier tant le récit que la démarche, puissent le diffuser, puissent créer leur propre récit à partir de ce récit-là ou à partir des outils qu'on a développés. Comment ça s'est passé? En fait, on a fait 4 ateliers de co-construction avec des citoyens et des citoyennes. C'était des ateliers thématiques. Le premier portait sur notre rapport au temps, le deuxième sur comment est-ce qu'on peut réinventer notre économie, le troisième sur la résilience qui est tombée pendant la pandémie, et le quatrième sur la justice sociale. Et en fait, ces ateliers-là, qui pour nous étaient une période de collecte de données, c'était avant que le SAC embarque, en fait, c'était déjà des moments de mobilisation des connaissances, où il y avait déjà des échanges, en fait, à ce moment-là, des citoyens, citoyennes vers l'équipe du projet et inversement. Et chaque atelier, on a fait 3 étapes. Une première étape qui était une étape d'inspiration, qui est un moment qui durait 20 minutes au début d'atelier. Et à chaque fois, on a fait un lien avec les arts, soit en utilisant le théâtre, l'humour, la poésie ou la vidéo. Ensuite, la deuxième étape, c'était la déconstruction des catégories dominantes, donc de remettre un peu en cause ce qu'on a l'habitude dans nos modes de vie et nos façons de faire. Puis la troisième étape, c'était une étape de co-construction, de vision. Et ensuite, on a récolté toutes les données qu'on a eues, autant des prises de notes des citoyens, citoyennes, que ce qu'ils ont pu écrire sur des post-it, que des dessins. Et on a fait une analyse transversale de tout ça. Et cette analyse-là, en fait, nous a donné 12 catégories qu'on a appelées des unités de sens ou des briques de sens qu'on peut agencer entre elles. Donc les thématiques, par exemple, de ce qui est ressorti, ça a été la solidarité, le territoire, les communs, la réorganisation du travail. Donc on a 12 thématiques comme ça qui sont ressorties. Et nous, on a fait des fiches en 4 parties sur chacune de ces 12 thématiques-là. Donc une partie définition, pour savoir de quoi on parle, ce qu'on déconstruit, ce à quoi on aspire, et une dernière partie, les différents moyens pour s'y rendre. Puis cette dernière partie-là, en fait, on l'a travaillée, donc ça vient tout des propos citoyens, citoyennes. Ensuite, nous, en tant qu'équipe du projet, on est venu rajouter des éléments. Et la partie sur les moyens, on a travaillé avec un groupe de travail qui s'appelle les Transitionnaires, qui a un groupe de travail dans Heureusement la Petite Patrie au niveau de la transition écologique et des citoyens, citoyennes. C'était une vingtaine d'organismes qui sont venus nous donner des idées ou des projets qu'ils menaient ou dont ils avaient entendu parler au Québec et internationalement pour venir bonifier les fiches. Ensuite, donc là on arrive plus dans les activités de diffusion, mais nous on considère vraiment qu'elles ont eu lieu tout au long du projet. Pour une petite anecdote, en fait, cet hiver, j'ai rencontré une chercheuse de Barcelone qui travaille beaucoup sur la médiation artistique. Et quand je lui parlais un peu du projet, elle me disait, en fait, ce que vous avez fait, c'est de la médiation artistique. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis en dialogue des œuvres faites par des artistes, la démarche et les individus qui ont participé à ça, mais on ne savait pas que c'était ça qu'on faisait. Donc là, rapidement, qu'est-ce qu'on a fait en matière d'activité On a travaillé, déjà on a produit donc le récit, donc qui est une publication qui est illustrée, qui est accessible sur Internet aussi. Et on a travaillé avec une dessinatrice, facilitatrice graphique, qui est venue illustrer chacune des 12 thématiques qui sont ressorties des ateliers. Et comme dans chaque thématique, il y a 4 parties, qui nous a fait une 50aine d'illustrations. Donc qu'on retrouve dans ce récit-là. Et on a aussi fait une exposition extérieure, en fait, avec ces illustrations-là, en septembre, lors de la Foire des Possibles qui était organisée par Solon, puis où les citoyens, citoyennes pouvaient se promener à l'extérieur puis regarder les illustrations. On a aussi travaillé avec des comédiennes qui font du théâtre forum, notamment. Puis en fait, à partir d'une fiche sur la thématique territoire, on a travaillé avec elles pour monter une pièce de théâtre. En fait, on leur a donné carte blanche, mais moi, je leur ai vraiment expliqué tout le contexte du projet. Et elles nous ont proposé une pièce de théâtre en mode théâtre forum, donc d'abord une histoire qui est racontée, puis ensuite on fait intervenir les citoyens, citoyennes sur une problématique qui se dégage de la pièce de théâtre. Et il y a eu 3 représentations de cette pièce-là, une en intérieur, puis 2 dans des parcs cet été. On a également fait un jeu ludique en travaillant avec une designer, où là, comme on reprenait un peu notre idée des briques, d'avoir donc différents éléments qui constituent les briques du récit.
Et elle nous a conçu une centaine de briques sur lesquelles on a sélectionné 150 extraits de phrases de nos fiches. Puis l'idée, c'était vraiment de les sortir du milieu universitaire, puis que ce soit accessible dans l'espace public, lors de différents événements. Et ce qui est super intéressant avec ce jeu-là, c'est que ça attire autant les adultes qui, eux, viennent prendre le temps de lire les règles du jeu, de lire ce qui est écrit sur les briques, de prendre connaissance du projet, que les enfants qui, eux, vont faire des constructions. Et c'est ça. Détruire le tout. Détruire le tout. Et le dernier élément un autre élément qu'on a fait, c'est un guide de toute la démarche qui est accessible aussi sur Internet, où les différents liens, je les ai tous mis ici, et qui explique tous les outils qu'on a développés. Il y a toutes nos grilles d'animation dedans, qui explique comment est-ce qu'on s'y est pris pour la mobilisation des connaissances et tous nos apprentissages. Et je laisse la place. Pour conclure, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que Solon s'est super bien approprié le récit collectif, mais par la suite, lorsque le projet s'est terminé, c'est qu'il y avait la coalition montréalaise des tables de quartier qui se faisait interpeller un peu par ces tables, de dire on souhaite travailler sur la transition sociale et écologique, mais on ne sait juste pas comment le faire. Donc, il y a eu un partenariat qui s'est créé. Le récit a été présenté aux tables de quartier, puis maintenant, elles utilisent ce récit-là. Il y en a qui ont manifesté leur intérêt. Donc, par exemple, il y a la CDC Centre-Sud qui en a fait un jeu de cartes, qui a pris le récit, puis qui en a fait un jeu pour animer une discussion avec des citoyens et citoyennes. Il y a la table de concertation du Faubourg Saint-Laurent, ici, là, au centre-ville, qui ont fait une soirée citoyenne avec la médiation artistique aussi. Donc, puis c'est même le vocabulaire, les grandes thématiques sont reprises en cadre d'activités. Donc, bref, le récit continue à vivre, puis il peut continuer à évoluer aussi. On parlait de rajouter des unités de sens éventuellement. Donc, bref, le transfert se fait vraiment à différents niveaux. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Mélanie et Camille. On passerait maintenant à notre troisième projet de mobilisation des connaissances mises en action, donc le projet Le droit de manifester. Et on a ici présente parmi les partenaires Dominique Bernier, qui est professeure au département des sciences juridiques à l'UQAM, et Jacinthe Poisson, professionnelle coordonnatrice du projet. Merci pour cette invitation. Je pense que j'ai toujours beaucoup de plaisir à partager l'expérience de ce projet avec Jacinthe et avec le service aux collectivités. Donc, c'est encore une fois l'occasion de parler de tout ça. Moi, je serai très brève, là. Je vais vraiment laisser Jacinthe, notre coordonnatrice de projet, en parler plus longuement. Moi, j'ai commencé, j'explique pourquoi, où je suis dans le projet, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. J'étais tout d'abord sur le comité d'encadrement du projet. Le projet était dirigé et l'initiative de la professeure Lucie Lemonde en partenariat avec la Ligue des droits et libertés. Sur le comité d'encadrement, il y avait aussi le MEPAC qui était présent. Mais Lucie Lemonde a dû quitter l'université. Elle est aujourd'hui décédée depuis à peu près 1 an. Et donc, j'ai repris le projet pour elle, en son nom, en son honneur, et pour poursuivre le projet. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Mais je tenais à souligner que c'était d'abord le projet de notre chère Lucie qui nous manque beaucoup. Et donc, ce projet sur le droit de manifester est issu d'une longue tradition et de nombreuses interventions publiques, médiatiques, de nombreux rapports de recherche de la Ligue des droits et libertés sur le droit de manifester, particulièrement depuis le Sommet des Amériques, le G7 et les grèves étudiantes, où la Ligue des droits et libertés a publié des rapports de recherche, a fait de nombreuses interventions pour rappeler l'importance du droit de manifester, l'importance de la liberté d'expression et surtout dénoncer la répression des personnes manifestantes dans ces différents événements d'envergure au Québec. Et donc, le projet directement est en lien avec un rapport de recherche qui a été publié aussi en collaboration avec le service aux collectivités. Donc, c'est le droit de manifester au Québec, les règlements municipaux sous la loupe. Et donc, après la publication de ce guide, c'est là qu'est venue, en fait, est née cette
autre partie du projet qui était d'en faire en fait une formation avec la subvention là, du ministère de l'Éducation pour aller faire une formation à travers le Québec sur le contenu de ce guide-là. Et je vais laisser la parole à Jacinthe qui va vous parler un peu plus du contenu du guide et des différentes étapes suivantes là, dans le cadre de ce projet. Voilà, alors l'enjeu au cœur de notre projet, eh bien, c'était les obstacles dans les règlements municipaux, les obstacles au droit de manifester qui perdurent à travers les règlements municipaux à travers le Québec. Donc, à Montréal et à Québec, on en a beaucoup plus entendu parler. On a vécu différentes batailles, disons, politiques et juridiques qui ont mené à des victoires devant les tribunaux. Donc, les règlements P6 et 19.2 à Québec ont été invalidés. Donc, les règlements qui obligeaient de divulguer un itinéraire, qui interdisaient de porter un masque durant les manifestations ont été invalidés devant les tribunaux. Mais à travers le Québec, là, des règlements municipaux répressifs perdurent. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, l'exigence de divulguer un itinéraire, mais pas seulement ça. Bien souvent pire, de remplir un formulaire de permis des semaines à l'avance pour pouvoir organiser une manifestation qui exige, là, avec des conditions très strictes, là, d'identifier des organisateurs, qui sont les responsables, qui va participer, combien de personnes, qui va être responsable de la sécurité, qui va faire le ménage après la manifestation. Donc, des conditions très, très strictes à travers les permis, à travers la province. Aussi, l'obligation d'avoir une assurance responsabilité pour organiser une manifestation allant jusqu'à 2 millions, l'interdiction de porter un masque dans les manifestations, l'interdiction d'émettre des bruits audibles, de crier, les clameurs, les chants, etc. Je vous en donne quelques exemples, mais c'est beaucoup plus détaillé sur notre site Internet. Nous, notre objectif à travers ça, c'est de rappeler que le droit de manifester, bien, c'est un droit constitutionnel, que les tribunaux ont à répétition confirmé que les citoyens et citoyennes ont le droit de perturber, de déranger dans l'espace public et que ça fait partie de la liberté d'expression. Donc, à travers la publication du guide, ce qu'on a voulu faire, c'était de donner les outils aux groupes et aux militants pour analyser eux-mêmes dans leur municipalité les règlements municipaux qui restreignent indûment le droit de manifester, leur fournir des arguments politiques et juridiques. Ce qu'on a voulu faire ensuite, c'est une tournée d'ateliers à travers le Québec, se rendre un peu partout dans les régions pour rencontrer les groupes, stimuler les discussions, informer, stimuler la mobilisation. Mais la pandémie de COVID-19 nous a obligés donc de réorienter le projet. On ne pouvait pas se déplacer. La tournée allait être lancée tout juste avec le déclenchement de la pandémie. Alors, ça s'est bien passé. On a réorienté le projet de différentes façons. Donc, en termes de production de mobilisation des connaissances, je trouve ça très intéressant parce que ça nous a mené vers des résultats très, très intéressants. On a produit un site Internet. On peut en fait changer la diapositive. Ah, bon, pas grave, parfait. On s'en va directement vers le site web. Vous allez pouvoir voir le résultat. Donc, c'est un partenariat incroyable et inédit, on va se le dire, avec le Carrefour pédagogique et technopédagogique de l'UQAM, ainsi que le service de l'audiovisuel. Donc, je tiens là, à souligner le rapport incroyable pour pérenniser, en fait, le savoir développé à travers le projet. Donc, on a produit à travers ce site web qui est maintenant en ligne, public, qui appartient aussi aux partenaires du projet parce qu'il peut être modifié, mis à jour à souhait dans le futur. La production d'une dizaine de capsules vidéo. On ne pensait pas se rendre là, mais on a produit des capsules vidéo d'une qualité incroyable en partenariat avec ces services-là. Donc, qui sont des outils maintenant d'éducation et de mobilisation très utiles. On a donc une approche photographique là, à travers le site qui c'est grâce encore une fois aux acteurs de l'UQAM de nous avoir permis d'avoir un graphisme aussi intéressant puis d'avoir recours en fait à des photographes militants qu'on a pu encourager, qui ont pu participer au projet. La recherche et le développement de contenu ont continué, en fait, à travers le projet. Ce que je trouve qui est intéressant, ce qu'on a souhaité, c'est d'aller plus loin que le guide qui a été produit. Donc, peut-être, si la personne à l'animation peut cliquer sur « Manifester », un petit peu plus à droite. Je veux juste vous montrer l'ampleur des sujets qui sont couverts à travers le site Internet. On ne pourra pas passer à travers aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais vraiment un contenu très riche et très utile pour les groupes. On a quand même réussi à faire une mini-tournée d'ateliers parce que, bon, après 1 an et demi, la pandémie se calmait. On s'est dit, on est capable d'en faire quelques-uns au moins pour ne pas laisser ce volet-là de côté. Donc, on a réalisé 5 ateliers avec des tables régionales membres du MEPAC à Montréal, Lanaudière, Côte-Nord, Mauricie, Outaouais. La moitié en ligne, la moitié en présentiel. Donc, on était quand même vraiment content de pouvoir se déplacer, stimuler les échanges, la mobilisation. On a aussi créé un réseau de veille courriel, donc qui permet aux personnes puis aux groupes mobilisés de continuer à se tenir au courant de l'évaluation de la situation dans leur région, puis surtout de se tenir mobilisés.
Mais je trouve de façon encore plus intéressante une initiative non prévue qui a émergé au cours du projet. Ça a été en fait l'idée de proactivement interpeller les municipalités pour qu'elles révisent et modifient leurs règlements municipaux. Donc, cette idée-là a émergé à travers le projet. Puis finalement, ça a été un bon processus de concertation pour s'assurer que ça réponde aux besoins dans chaque région, que ça réponde en fait aux dynamiques, là, disons, entre le milieu communautaire et les élus. Puis toutes les régions qui ont souhaité embarquer, bien, ça a donné un total de 1000 municipalités qui ont reçu une lettre leur demandant en fait d'avoir un exercice là, d'auto-réflexion face à leurs règlements municipaux puis tenter d'améliorer la situation. Ça vous fait un tour donc du projet, puis on aura la chance d'en parler plus dans la période d'échange. Wow! Merci beaucoup, Dominique et Jacinthe. Bien, avant de débuter les échanges entre panélistes, d'une part, je suis très rassurée. Les éléments de la définition service collectivité, entre guillemets, là, de mobilisation des connaissances ont été tous repris dans vos présentations, comme quoi il y a une certaine convergence, hein, n'est-ce pas? Écoutez, on a préparé quelques questions pour pousser la réflexion un peu plus loin. Peut-être la première est un peu la plus évidente. Vous avez d'ailleurs commencé à y répondre, puis j'aurais tendance à amener nos panélistes à y répondre en ordre, dans le même ordre que celui de la présentation. Quelle place a vraiment joué là, la réflexion en amont, là, entourant la mobilisation des connaissances dans votre projet, puis à quel moment vous avez envisagé ces réflexions-là sur la question de la MDC? Michel et Roxane, tout d'abord. Oui, en fait, c'était dès le début, parce qu'effectivement, compte tenu que la notion d'autonomie était pas évidente à aborder, en tout cas, sans utiliser un vocabulaire un peu hermétique, là, éventuellement. Donc, il fallait qu'on partage un certain nombre de réflexions autour des connaissances anthropologiques, philosophiques, sociologiques là-dessus sur le sujet, et politiques aussi. Mais et ça a été tout au long du processus qu'on s'est toujours remis un peu en question par rapport à ce qu'on faisait puis ce qu'on proposait aux organismes pour pouvoir traiter les pratiques d'autonomie, constamment pour voir si on était vraiment dans des zones qui collaient vraiment aux expériences sociales vécues des groupes communautaires. OK, bon, ça, c'est important. C'est pour ça que ça m'amène effectivement à être d'accord avec vous en disant que la définition du CRSH, de la mobilisation des connaissances, c'est effectivement pas le fait que les chercheurs mobilisent des connaissances qui ne demanderaient qu'à être utilisées par les groupes communautaires. OK? Nous, la spécificité de notre démarche collaborative, ça a été surtout, je formulerai ainsi, là, c'est une sorte d'invitation à mener un travail réflexif, critique, collectif. Donc, c'est pas rien qu'utiliser les connaissances, mais aussi d'essayer de réfléchir sur les fondements de nos connaissances, puis la mise en question de nos propres catégories pour pouvoir penser les choses. Et donc, et mettre ça en discussion collectivement sur comment les uns et les autres percevaient les choix qu'on faisait pour aborder les réalités. Et critique, c'est surtout parce que il y a certaines catégories de connaissances ou des théories qui sont inscrites dans des rapports de pouvoir, hein, ou qui sont liés aux attentes sociales qu'on peut avoir par rapport au rôle que devrait jouer le communautaire ou pas. Donc, il y a des préférences. Il y a des gens qui préfèrent telle théorie. C'est pas pour rien qu'on a à la bouche souvent le mot pouvoir d'agir, l'empowerment, mais souvent si on remet en question le fondement de ces catégories-là, on n'a pas beaucoup de choses à se nourrir en arrière de lesquelles on peut travailler concrètement, en tout cas. Donc, c'est pour ça que la question de la mobilisation des connaissances, je diviserais ça en quatre niveaux, je dirais, de traitement du travail cognitif ou des connaissances. Un niveau informatif, on s'informe tout le monde un peu de qu'est-ce qu'on apprend de l'autonomie, des pratiques d'autonomie, des contextes aussi qui se déroulent dans les groupes. Un aspect formatif, du fait que tout d'un coup, on a carrément dans un séminaire thématique, on a invité quelqu'un à venir nous faire part de l'approche de l'autonomie sociale de Durkheim, par exemple, un truc comme ça. Donc, on est formé aussi, on est informé, et aussi on est réflexif parce qu'on revérifie est-ce que ces catégories-là collent vraiment aux expériences sociales vécues, c'est quoi les implications aussi politiques de penser ici plutôt que comme ça, et critique, effectivement, de prendre en compte les contraintes importantes dans lesquelles les groupes sont aux prises, pour s'autoriser à penser l'autonomie d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pour ça que c'est à plein de niveaux, finalement, que puis l'idée de mobiliser les connaissances, c'est peut-être un peu trompeur, dans le sens qu'il ne suffit pas on ne mobilise pas des connaissances comme on mobilise des militants, tu sais, des choses comme ça.
En fait, on invite les gens à discuter, à travailler, à penser, tout ça. Et ça se fait d'une façon euh, progressive et puis par essai-erreur. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Nous, en fait, dans ce projet-là, notre cadre théorique, on s'est basé sur la méthodologie des expérimentations de transition. Puis toute la notion d'apprentissage réflexif est au cœur de cette méthodologie-là. Et c'est, en fait, dès le début du projet, on s'est mis dans cette posture-là d'apprentissage réflexif, d'être dans des processus d'apprentissage et qui vont vraiment émerger de l'interaction entre les différentes parties prenantes autour de la table. Donc ça, c'est un premier point que la méthode de laquelle on s'est inspiré, c'est au cœur de cette méthode-là. Toutes les activités qu'on a organisées, à la fois, elles avaient pour objectif de contribuer à la construction du récit, mais aussi à sa diffusion. Donc c'est quelque chose, dès le début, on était déjà un peu sur ces deux tableaux-là. Il y a aussi qu'il s'agit d'un projet partenarial qui s'inscrit dans une tradition partenariale un peu plus ancienne entre Solon et la chaire. Puis il y avait à la fois de la mobilisation des connaissances de la chaire vers l'équipe de Solon, puis qui était vraiment facilitée parce que moi, je participais à toutes les réunions d'équipe de Solon, j'étais au cœur de leur projet, j'entendais leurs interrogations, eux venaient questionner ce qu'on pouvait amener, donc il y avait vraiment un échange à ce niveau-là. Il y avait aussi de la mobilisation des connaissances de la chaire vers les citoyens, citoyennes, là plus sur les questions de transition, et de la mobilisation des connaissances de la chaire et Solon en tout cas entre la chaire et Solon et les citoyens, citoyennes de l'autre côté. Donc on avait aussi différents niveaux de mobilisation des connaissances. C'est sûr que d'être au sein de l'équipe de Solon, on a pu travailler beaucoup avec leur équipe de communication. Donc ça permettait d'adapter nos façons de parler, de vulgariser un peu mieux la recherche, que ça soit adapté à leur public aussi. Après chaque atelier, en fait, avant de faire l'analyse, on a toujours mis les résultats sur Internet qui étaient accessibles une semaine après les ateliers. Les gens savaient où me trouver s'ils avaient des retours à faire. En tout cas, il y avait vraiment une proximité aussi, je pense, qui a beaucoup aidé pour la mobilisation des connaissances. Aussi, on a fait 2 ateliers de restitution des résultats et de discussion sur comment on pouvait diffuser plus largement le travail qu'on avait fait. Ça, j'en reparlerai un peu plus tard. Et sur notre comité de pilotage, il y avait 2 personnes, une de l'équipe de Solon, puis un membre de Solon, qui avait un bagage artistique et qui connaissait le milieu culturel et qui, dès le début, en fait, je pense que le fait qu'il y avait des expertises très différentes dans le comité de pilotage, ça a poussé le projet à un point qu'on n'aurait jamais pu pousser tout seul. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Merci beaucoup. Oui, quelques réflexions de plus quant à la place là, de la mobilisation des connaissances dans le projet. Je pense que dans notre projet à nous, elle a été évidemment en amont. Donc, dès le début, on s'est demandé, si on parle en termes de mobilisation des connaissances, en fait, moi, je l'entends au sens large, là, de savoir militant, intellectuel et expérientiel. Donc, dès l'identification du besoin en amont, au-delà de Québec et Montréal, les nombreux règlements municipaux qui sont problématiques, qui créent toutes sortes d'obstacles pour les citoyens et les citoyennes qui souhaitent s'exprimer, qui souhaitent se mobiliser dans l'espace public. On est allé, en fait, chercher, en fait, ce savoir expérientiel-là, des gens sur le terrain, des groupes sur le terrain, des militants sur le terrain qui le vivaient quotidiennement, puis qui se voyaient confrontés à ces obstacles-là pour, en fait, démarrer le projet puis identifier de quelle façon on peut, en fait, créer un ensemble de connaissances qui va les outiller pour le futur à changer la situation, à défendre leurs droits, à prendre leur place face aux autorités. Donc, je pense que c'était en amont. Puis l'idée était vraiment de répondre à un besoin réel, mais d'y donner une réponse accessible. Donc, au tout début, l'idée de la tournée d'atelier était plutôt orientée vers les personnes et les groupes qui étaient plus susceptibles, disons, de faire valoir ce droit-là, qui étaient plus susceptibles d'organiser des manifestations, d'y participer. Puis avec la réorientation du projet, finalement, ça s'est orienté, disons, plus pour le public général, donc un site web accessible à tous et toutes, plutôt qu'une tournée d'atelier visant des groupes et des individus.
Mais je trouve ça intéressant aussi, une autre réflexion, avec la définition du CRSH, là, du producteur versus utilisateur de savoir. Ça m'a beaucoup interpellée parce que ce que je me rends compte, c'est que dans notre projet, puis dans peut-être la façon de mener des projets à la Ligue des droits et libertés, ben, c'est qu'en fait, ces milieux-là, le milieu académique, le milieu militant, en fait, pour nous, est très perméable. Donc, on a, à la Ligue, c'est un organisme qui rassemble autant la permanence que dans son milieu de militance des personnes très diversifiées. Donc, on a à la fois des professeurs, en fait, d'université, des étudiants et des étudiantes, des militants terrain, des intervenants d'organismes très, très diversifiés. Donc, au sein même de notre organisme, on a une implication de personnes qu'on pourrait considérer comme étant les producteurs de savoir, mais qui, en fait, participent à la définition des besoins et des objectifs de l'orientation des projets. Donc, c'est vraiment pas une dichotomie qui est applicable, je crois, dans beaucoup des projets comme ceux qu'on mène. Puis il faut reconnaître la richesse, en fait, des savoirs qui découlent de cette perméabilité-là, parce qu'autant, disons, la contribution, par exemple, du mouvement du MEPAC, du mouvement d'éducation populaire, d'action communautaire, a été essentiel, à la fois pour avoir des échos du terrain au niveau des besoins, à la fois pour influencer la façon dont on va mettre en œuvre la mobilisation des connaissances, s'assurer que ce qu'on tenter le plus possible, que notre message puis que l'information qui soit transmise soit la plus vulgarisée, compréhensible, utile, répondre aux réalités puis aux échos des préoccupations des gens qui sont sur le terrain. Donc, moi, ça m'interpelle, cette réflexion. Je vais ajouter juste une petite chose qui n'a pas été discutée, mais nous, on a eu de grandes questions sur l'utilité de la technologie dans la mobilisation des connaissances. Ça a été des discussions parfois même épiques. Mais en fait, c'est parce qu'on a été obligés de s'orienter vers la technologie alors que ce n'était pas nécessairement l'idée de base. L'idée, c'est de créer des moments plus communautaires, plus collectifs pour discuter des règlements municipaux. Et là, la pandémie a fait qu'on a dû réfléchir à la technologie, puis ça a amené quand même à des conversations très intéressantes sur l'usage de la technologie dans la mobilisation des connaissances. Est-ce que c'est quelque chose qui est utile, qui va servir? Est-ce qu'on se sent partie prenante à la création de ces outils technologiques-là? Donc, ça a été des discussions intéressantes et riches. Puis, pour moi, c'est une première expérience en recherche où je suis allée jusqu'au bout d'un projet qui était aussi complet là, sur le plan d'utilisation des technologies de l'information. Et je pense qu'on a appris énormément de ça. Mais je pense qu'aussi, ça nous a ouvert des portes là, pour d'autres idées puis des suites sur des façons différentes peut-être de réfléchir à la mobilisation des connaissances, puis peut-être d'aller au-delà là, des façons plus classiques là, qu'on avait réfléchi en amont. Merci beaucoup. C'est intéressant parce que pour le camp, les 3 équipes, ça a été dès le début du projet, en amont. Donc, il y a vraiment beaucoup de convergence ici. Sinon, dans le comment, j'ai entendu par l'interaction avec agilité puis adaptation aux différentes cultures, en présence aux différents contextes. Vous aviez parlé de l'impact de la pandémie sur le projet tout à l'heure, par une réflexion collective et critique, par une perméabilité des équipes, des différents savoirs qui sont co-construits et partagés. Donc, encore une fois, beaucoup de convergence dans ce que vous dites. J'irai à ce moment-là avec une deuxième question. Donc, justement, dans un contexte où il y a plusieurs acteurs et actrices autour de la table, comment vous avez distribué les rôles dans la planification, la mobilisation des connaissances, sachant évidemment que les moyens, notamment au niveau du capital financier, ne sont pas les mêmes pour toutes les parties prenantes impliquées dans un projet. Je laisserai peut-être Dominique et Jacinthe commencer là-dessus. Oui, en fait, je pense qu'on a créé un site Internet et ça a été une expérience assez intense et complète et très, très dense par moments, là, parce qu'on avait toute petite chose qu'on a fait a été vérifiée et validée par l'ensemble du comité. Et donc, ça a été un travail de fou pour Jacinthe parce qu'à chaque étape, elle nous a soumis toutes les petites choses qui allaient sur le site. Puis je pense que cette collaboration constante, puis avoir l'impression de toujours avoir son mot à dire ou la possibilité d'intervenir dans la création de l'outil a été vraiment riche, puis a permis à toute l'équipe de se l'approprier vraiment de façon importante. Donc, d'avoir un rôle, oui, bon, évidemment, de leader là, pour la coordonnatrice de projet, mais un rôle actif pour l'ensemble du comité à chacune des étapes. Bon, à un certain point, je ne savais plus quoi répondre à quelle police utiliser, puis quelle couleur, puis quelle photo, puis
des fois, on était un peu étourdis là, par toutes ces questions-là. On en rigole aujourd'hui parce qu'on en a ri à plusieurs reprises, là. Juste la sélection des photos, si vous saviez le travail de fou qui a été mis par Nicole Filion et Jacinthe dans la sélection des photos qui étaient sur le site Internet. Mais je pense que cette participation collective, même à l'ensemble des micro-détails de la production du site Internet, a fait une différence. Je pense qu'il y a une chose qui est importante, la deuxième chose que je pourrais dire rapidement, c'était aussi que l'outil appartienne ensuite aux partenaires, donc à la Ligue des droits et libertés, et que ce soit facile de modifier l'outil. Parce que peut-être qu'un des règlements dont on parle va être aboli, déclaré inconstitutionnel. Le droit, ça bouge. Le droit de manifester bouge, évidemment, souvent après des périodes intenses de manifestation ou d'engagement collectif. Donc, il faut que le site puisse être modifié facilement. Donc, aussi, tout au long de la création de ce site-là, on a impliqué les gens de la Ligue des droits et libertés et il y a des processus qui ont été mis en place pour faciliter ces modifications-là au besoin. Et donc, peut-être une dernière là, petite chose sur la question des coûts. Ça a été quelque chose qui a été beaucoup réfléchi. Et le fait de pouvoir établir des partenariats à l'intérieur de l'UQAM avec le Carrefour technopédago, avec le service aux collectivités, avec l'audiovisuel de l'UQAM, ça a été une façon à la fois de rappeler la mission de l'UQAM puis de rappeler un peu l'investissement de l'UQAM dans sa communauté, mais aussi de favoriser, de permettre la réalisation d'un projet à coût beaucoup plus raisonnable que si nous avions fait créer le site Internet à l'externe. Et donc, d'avoir tout ça autour de nous, ça a facilité là, vraiment la façon dont on a pu mettre en place le site et d'assurer finalement qu'on ne faisait pas exploser les coûts là, pour un organisme qui ne pouvait pas se permettre là, la création de ce site-là sans ces moyens-là. C'est des questions plates, mais vraiment très importantes dans la réalisation de ces projets-là. Oui, tout à fait. Écoutez, comme le temps file, j'ai envie qu'on se pose tout de suite collectivement une autre question avec peut-être d'autres actrices autour de la table. Dans le fond, comment on peut s'assurer que les stratégies de mobilisation des connaissances développées parviennent le plus possible à rejoindre des populations qui ont traditionnellement moins accès au milieu académique? On pense notamment à des populations marginalisées, à des groupes moins formalisés, pas nécessairement inscrits au registre des entreprises du Québec, là, pour assurer aussi l'équité, la diversité et l'inclusion, là, notamment dans une optique d'accessibilité, de justice sociale. Puis, est-ce qu'il y a des angles morts que vous avez constatés s'il y a lieu dans certains projets? Peut-être qu'on pourrait commencer par Camille et Mélanie là-dessus. En fait, nous, alors, dès qu'on a fait les ateliers de co-construction, on s'est aperçu que les personnes qui venaient nous voir, qui participaient aux ateliers, étaient des personnes de Rosemont, la petite patrie, donc un public un public relativement peu diversifié, blanc, relativement aisé, plutôt éduqué. Et on s'est posé la question, après ces ateliers-là, quand on a commencé à écrire au niveau du récit, comment est-ce qu'on fait là pour élargir un peu notre public de base? Et en fait, c'est en 2021 où il y a eu un colloque du CRI sur la justice. Oui, le colloque international du CRIS. Et on a organisé un atelier où on a invité, là on a fait un gros travail de mobilisation pour inviter des organisations qui travaillent avec des publics qu'on n'a pas réussi à rejoindre. Mais ça a été un travail de mobilisation quand même assez... ça a été un effort soutenu, comme un mois avant le colloque, de rencontrer différents partenaires, de leur dire pourquoi nous on avait besoin d'eux, mais ce que ça pouvait leur apporter aussi. Donc ça a été vraiment un gros travail. Et lors du colloque, la question qu'on leur a posée, c'était comment est-ce qu'on peut rejoindre d'autres personnes? Ce serait quoi, vous, les conseils que vous auriez à nous donner? Comment est-ce que vous vous y prenez pour arriver, à rejoindre d'autres personnes? Et ce qui est ressorti un peu de ça, c'est très lié à notre projet du récit, mais c'était que plusieurs milieux avaient déjà des récits. Donc au lieu d'arriver, nous, avec un récit qu'on a produit localement dans un endroit donné, comment est-ce qu'on peut s'arrimer au récit existant? Est-ce qu'il y a des convergences? Comment est-ce que sinon on peut partager l'outil qu'on a développé puis que ces communautés-là puissent faire émerger leur propre récit? Il y a aussi la question de répondre aux besoins quand c'est des communautés plus vulnérables ou
ou discriminés, ou ça peut être des gens qui ont moins de temps Bien sûr. nécessaire. Donc, si on ne vient pas répondre à un besoin de ces personnes-là, puis que nous, on arrive avec un besoin qu'on a identifié, mais qui n'est pas le leur, on n'arrivera pas à intéresser ces gens-là, puis à juste titre, en fait. Et que quand il y a des chocs culturels aussi, c'est compliqué, surtout quand on parle d'histoire collective. Donc, il y a l'idée aussi de créer puis de diffuser le récit avec des personnes qui sont issues de la diversité ou qui sont issues de certains milieux et de prendre le temps de se connaître entre ces différents milieux. Et dans notre cas, dans le récit, d'adapter les formes de transfert aux différents publics. C'est pour ça qu'on est aussi allé dans de l'illustration, dans du théâtre. Bon, il y avait de l'écriture, mais en se disant, on espère qu'on va pouvoir toucher une diversité de personnes un peu plus large. Et un des apprentissages, c'est l'importance, évidemment, de l'ancrage local. Et je pense que ça, c'est un peu ce que vous faites plus dans la suite du projet, avec les tables de quartier qui, elles, connaissent leur population, ont accès à des milieux un peu plus diversifiés que ce que nous, on avait accès quand on a... c'était une expérimentation aussi, là, mais quand nous, on a lancé le projet, c'est sûr que les membres intéressés de Solon, c'était une population assez uniforme à cette époque-là. Parce que là, ça a beaucoup grossi aussi, Solon. Donc, ce que je parle, c'est il y a deux ans en avance. Mais c'est un peu ça que moi, j'aurais répondu. Merci beaucoup. Roxane et Michel, est-ce que vous voudriez compléter? Oui, oui. Oui, en fait, c'est-à-dire que pour rejoindre les populations qui sont traditionnellement, qui ont traditionnellement moins accès à ces savoirs-là, d'abord, il faut penser que les organismes communautaires en tant que tels sont tellement dans l'urgence puis tellement dans l'action que ils n'ont pas nécessairement le temps d'aller lire des grands rapports de recherche, d'aller vraiment, la question du temps qu'on a pour penser même notre propre action, c'est très difficile. Donc, déjà, rejoindre les groupes communautaires, mais la question d'aller rejoindre les participantes, puis que ces participantes-là, les destinataires de l'action, comme on les appelle dans le projet, soient partie prenante de la démarche, donc du travail collectif, réflexif qui est proposé là. C'est déjà quelque chose qui était au cœur du projet depuis le début, en fait, dans les questionnements. Puis, les gens ont été là dans la création, en fait, puis la bonification de tous les outils, puis de toute la démarche au fur et à mesure. Et c'est au cœur, en fait, de ce que c'est l'action communautaire. Puis, c'est au cœur de ce que ce projet-là permet, c'est-à-dire d'être réflexif, puis aussi d'amener à l'action au sein même des groupes communautaires, mais aussi à l'intérieur des secteurs, dans tout le mouvement. Donc, oui. En fait, on avait cette inquiétude-là que, finalement, les destinataires de l'action communautaire dans les ateliers pouvaient peut-être avoir de la difficulté à s'approprier le schéma d'analyse comme tel. Mais on s'est vite aperçu qu'en prenant le temps, c'est des ateliers de 3 heures, d'expliquer comment nous, on voyait le schéma d'analyse, comment il fonctionnait, puis en l'expérimentant, puis en répondant à des questions, bien, finalement, les personnes comprenaient bien et puis il y avait du plaisir même à pouvoir faire ça. Et ajoutaient des éléments auxquels on n'avait pas pensé pour pouvoir nommer certaines choses plus simplement. Et ça a été vraiment très intéressant, plaisant pour nous de voir ça. Donc, dans ce contexte-là, c'est important de dire que même avec la subvention du ministère de l'Éducation qui était prévue pour faire un accompagnement formation auprès d'une trentaine de groupes communautaires, nous, on l'a toujours pratiqué dans les ateliers comme étant toujours comme une recherche aussi, encore, où on voulait valider continuellement notre schéma d'analyse. Et c'est pour ça qu'on leur présentait aussi comme étant une hypothèse de travail qu'on leur proposait. Et que si eux, ils voyaient autre chose que ce qu'on avait écrit, est-ce qu'on oubliait des choses importantes par rapport aux pratiques d'autonomie? On les nommait pas bien, on les nommerait peut-être autrement. Bien, on offrait la possibilité aux gens de nommer. Donc, c'est une invitation en même temps, c'est comme une reconnaissance de leur capacité aussi, pas uniquement de leur donner accès, mais aussi de leur demander de nous donner aussi de l'information sur qu'est-ce qui fait du sens pour eux par rapport aux pratiques d'autonomie.
Merci beaucoup, Michel. C'est vraiment intéressant la dimension de temps, en fait, que ça prend là, dans un processus d'appropriation puis de co-construction qui est réellement partenarial, mais je pense que ça en vaut la chandelle en regard de la richesse puis de l'ancrage là, des savoirs développés avec les réalités terrain, puis avec une pluralité d'acteurs, d'actrices. Puis j'ai envie de vous donner encore la parole à savoir comment vous avez réfléchi l'actualisation puis la pérennisation de vos projets. C'est une fois que le fameux financement, qui est le nerf de la guerre souvent, du projet a été terminé. Bien, c'est ça, je suis allée vite tantôt, mais en fait, c'est parce que je voulais en parler maintenant. Puis là, j'ai plus les diapos pour vous montrer le site web, mais en fait, au départ, ce qui était prévu, c'est une formation des formateurs. Donc, un peu comme vous, une tournée. Nous autres, c'est une formation des formateurs. Puis là, on s'est dit, mais il y a tellement de roulements dans le communautaire, on va former des gens, puis après ça, ben, ils vont partir ailleurs. Donc, il fallait penser une façon que toute cette démarche-là, puis toute cette connaissance-là soit accessible. Et ça a été un site web, un peu comme vous avec le carrefour technopédagogique. Puis le site est super bien fait parce que c'est pas seulement le schéma qui est là puis qui est expliqué. C'est les définitions. On a des capsules avec Michel et Audrey-Anne qui expliquent les définitions de différentes choses. Il y a la démarche et démarches et les contextes d'application qui sont disponibles sur le site avec des capsules où on montre comment faire les exercices. Il y a un paquet d'outils aussi qui sont libres d'utilisation avec la licence Creative Commons, tout ça, mais il y a aussi, en fait, des espaces où on a pris le temps, justement, d'expliquer qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que cette démarche-là puisse se faire, adresser les rapports de pouvoir qu'il peut y avoir. Donc, un paquet de choses qui vont autour puis qui montrent, en fait, les expériences de 10 années qui ont été testés aussi dans différents contextes d'application. Puis il y a eu des rencontres entre les organismes, mais il y a eu aussi des rencontres entre les secteurs. Il y a eu des rencontres intersectorielles. Donc, c'est tout ça. Puis il y a même une section sur le suivi qui peut être fait après. Donc, c'est une démarche pour parler de l'action communautaire telle qu'elle est en ce moment, mais où on veut qu'elle est, où on veut ce qu'on veut en faire par la suite aussi. Donc, le site web qui est là, puis il y a même la possibilité de nous contacter aussi. C'est vraiment un nouvel envol, finalement, de ce projet-là dans l'accompagnement qui peut être fait, puis comment ça peut être récupéré par le milieu. Oui. Extrêmement intéressant. Notre dernière question, puis là, j'ai envie de laisser la parole à chacune des équipes. La question à 100 $. Est-ce que quelque chose que vous auriez refait autrement? Et où est-ce qu'il y a un élément dont vous êtes particulièrement fier dans le processus de mobilisation des connaissances associé à vos 3 beaux projets? On peut peut-être commencer par Camille et Mélanie. En tout cas, je vais peut-être plus parler en mon nom qu'au nom de l'équipe du projet parce que je ne sais pas ce que pense l'équipe du projet. Tu es une actrice de ce projet. Voilà. Mais pour ma part, ça aurait été d'y aller avec une mobilisation plus inclusive et de peut-être travailler avec différents outils, des outils un peu plus d'éducation populaire ou pour rejoindre d'autres publics et d'avoir sur notre comité de pilotage, je pense, une ou des personnes représentantes d'organisations qui travaillent avec des publics différents de ceux avec qui Solon a l'habitude de travailler. Moi, je pense que ça nous aurait permis probablement d'avoir un récit plus universel et de travailler avec une population plus diversifiée lors de nos ateliers. Intéressant. Merci Camille. Jacinthe Dominique? Oui, intéressant. Moi aussi, une réflexion personnelle, pas au nom du comité du projet, mais en me demandant qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement, je me suis dit, la prochaine fois, laisser un plus grand espace en termes de temps et de ressources pour l'émergence d'initiatives en cours de projet. Donc, tu sais, c'est sûr que nous, avec la panique de la COVID, on doit annuler les formations, on réoriente le projet. Bien là, on s'est donné un maudit gros défi là, avec un site web, des capsules vidéo, puis quand même faire des ateliers. Donc, on a tellement pris une grosse bouchée qu'en termes de temps et de coûts, je pense qu'on était déjà à la limite. Et puis là, l'émergence de l'initiative de la campagne de l'aide pour proactivement
c'est amener ces connaissances-là puis ces revendications-là aux élus directement dans les petites municipalités un peu partout au Québec. Quand elle a émergé, bien, on l'a squeezé, là. On a réussi à le faire là, en termes de temps et de coût, mais c'était, disons, un extrémiste, comme on peut dire. Donc, peut-être ma leçon apprise pour la prochaine fois, c'est de laisser un peu plus d'espace et de temps et de ressources et pour ces initiatives-là qui peuvent émerger en cours de projet, parce qu'au début du projet, peut-être que ça, on ne l'a pas vu comme possibilité. Ouais. Ça serait une leçon. Puis sinon, bien, une autre, de varier les moyens de mobilisation des connaissances. Comme Dominique, tu l'as si bien dit, là, premier projet où on a autant utilisé les technologies d'information, sites web, réseaux sociaux, production de vidéos. Puis ça, c'est une leçon que, disons, que je garde pour le futur parce que c'est extrêmement efficace là, d'utiliser l'image, le vidéo. On n'a plus le choix tant que ça d'utiliser aussi les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est vraiment une bonne leçon. Moi, je dirais plus du côté positif là, que je retiens pour le futur comme outil. Excellent. En fait, de façon générale, les 10 ans ont été 10 ans de bonheur dans ce projet-là. Honnêtement. OK? Sérieux. Écoutez, on co-construisait, on créait des choses ensemble et ça faisait écho dans le milieu constamment. Donc, mais même ça, c'est en crescendo en plus. Donc, mais sauf que ce que je referais, c'est d'impliquer le service collectivité dès le début. Parce que on a été les deux, mais on a été les 2-3 premières années à travailler entre nous. Et puis, effectivement, c'est pas évident. Moi, comme je viens du milieu communautaire, ben, j'ai une sensibilité par rapport à l'asymétrie des positions, des statuts. Mais là, effectivement, on a des intérêts spécifiques, mais on a des intérêts convergents, mais c'est pas toujours facile à manœuvrer tout ça. Et le service collectivité, lorsqu'il s'est impliqué carrément, écoute, c'était vraiment génial, parce qu'il y avait des questions qui se posaient à un des groupes et à l'autre qui étaient beaucoup plus facile à traiter que si c'est les uns et les autres qui se confrontent. Bon, bref, c'est ça que je ferais. OK, je m'auto-attribue un tour de parole, mais moi aussi, je veux lancer une fleur au service aux collectivités. Là. Non, mais c'est parce que c'est sûr que la fluidité des communications, la fluidité de toutes les étapes est beaucoup aussi liée à la façon dont le service aux collectivités va coordonner ou gérer la recherche partenariale. Là. Et des fois, je trouve que justement, dans les définitions d'organismes subventionnaires de recherche partenariale, je me dis tout le temps, voyons, c'est tellement loin de ce que fait le service aux collectivités où il y a vraiment une réelle implication puis un réel échange entre tout le monde. Alors, effectivement, dans ce projet-là aussi, là, ça a fait une différence majeure. Puis après ça, on est comme tout le monde des amis, puis on s'aime, puis on ne veut plus s'abandonner, mais je pense que vous contribuez à ça. Wow. Merci beaucoup tout le monde. Puis c'est intéressant que vous souligniez la part du service, mais vous, les partenaires des projets, vous nous apportez beaucoup. Moi, il n'y a aucun des projets qui a été présenté aujourd'hui que c'est moi qui ai accompagné. On est une petite équipe, on accompagne une centaine de projets par année. Moi, j'ai énormément appris de vos stratégies de mobilisation. Je vais les réinvestir dans les projets que j'accompagne moi-même. Merci beaucoup à vos personnes présentes dans la salle et par Zoom. On espère vous avoir convaincu que la mobilisation des connaissances, ce n'est pas un mal nécessaire, mais c'est aussi une opportunité. Dans le cas des projets au service collectivité, c'est une opportunité de co-construire avec des partenaires, de faire connaître au plus grand nombre, en fonction d'une stratégie partenariale convenue collectivement, le résultat et les démarches de collaboration qui, on l'espère, contribuent à faire changer modestement les choses. Donc, pour continuer de se tenir au courant, on suit les réseaux sociaux du SAC, des groupes partenaires. Je sais que vos deux départements aussi sont très actifs sur les réseaux sociaux, École de travail social, département des sciences juridiques. Donc, premièrement, merci beaucoup à nos formidables panélistes. Donc, je vais les renommer dans l'ordre. Michel Parazelli, Roxane Milo, Camille Busbach, Mélanie Pelletier, Dominique Bernier et Jacinthe Poisson. Merci à Evelyne McDuff qui soutient admirablement le Printemps de recherche et de la création 2023 à l'UQAM. Merci à nos interprètes LSQ, Martin Léveillé et Geneviève Veilleux. Merci aux collègues du service de l'audiovisuel. Merci à vous, cher public, et à un autre rendez-vous.